Alors, la dernière conférence que j'ai donnée ici s'adressait à des gens qui sont dans la démarche d'une résidence, ou du moins d'une recherche de résidence pour personnes retraitées ou personnes âgées. Alors que la présentation que je fais aujourd'hui, c'est plus d'analyser les changements qui sont à venir, puis qui vont évidemment avoir des répercussions sur la manière dont on va habiter, la manière dont on va vivre, la manière qu'on va interagir avec les gens. Puis cette situation-là est due par ce que je représente ici, des Age Wave. Je n'ai pas trouvé le bon mot français pour exprimer la force de la vague de personnes à la retraite qui va déferler, pas juste ici au Québec, mais partout à travers le monde, principalement à cause de l'après-guerre. Donc, alors, évidemment, je parlais de la clientèle des boomers, la clientèle des gens qui sont nés entre 1946 et 1966. Et évidemment, ça ne concerne pas tout le monde qui est dans la salle aujourd'hui, mais... Pardon? Ceux qui sont nés avant? Oui, mais ceux qui sont nés avant quand je vous dis la présentation qu'on m'a demandé, c'est vraiment d'explorer les modes d'habitation qu'on va connaître plus dans l'avenir plutôt que ce qu'on a actuellement dans le marché actuel. Mais je vais y faire un petit peu référence parce que le passé, des fois, peut être un peu garant de l'avenir. Donc, on a une clientèle de age wave, ça veut dire que 46 de la population, 42 du poids démographique, donc 2,4 millions de personnes qui sont nées entre ces âges-là. Et puis, d'ici 2031, vous allez avoir 36 de la population qui est âgée de plus de 55 ans. Donc, quand on la définit comme une vague, c'est vraiment une vague qu'on n'est pas habitué, qu'on n'a pas été habitué de voir dans le passé. On doit réinventer, on doit faire des essais, on doit faire des erreurs parce que la démographie, étant donné qu'elle est planétaire puis qu'elle n'est jamais arrivée de façon aussi grave que ce qui arrive en ce moment, puis c'est pas ce qui arrive plus tard, c'est ce qui arrive en ce moment, il faut être créatif, il faut être imaginatif et il faut accepter qu'il va y avoir des gros changements également. Donc, si on regarde qui sont les personnes entre 46 et 66, du moins les gens qui sont nés entre 1946 et 1966, on a essayé de mettre en mots un résumé de ce que ces personnes-là ont vécu ou bien à quoi ils ont dû passer à travers, donc, et comment on est aujourd'hui par rapport aux années passées. Donc, évidemment, c'est un groupe qui a bouleversé à peu près tout sur son passage, qui a connu pas la guerre, mais connu quand même le Vietnam pour ceux qui étaient plus touchés par la situation américaine, et qui a connu ici au Québec les années 70, la Révolution tranquille. C'est quand même des années importantes qui ont eu des répercussions le clergé qui s'est distancé un peu de notre vie quotidienne. Donc, ça a amené des changements au niveau sociologique et puis, évidemment, ça se répercute sur notre façon d'habiter, sur notre façon de vivre, puis sur notre façon d'interagir avec les gens. Il y a un phénomène aussi assez important, c'est que Madame faisait référence au mode d'habitation qu'on connaît aujourd'hui. Beaucoup de gens qui ont eu à faire les démarches pour un parent, je vais les appeler Carole, les Caroles, parce que c'était un des noms les plus populaires nés en 1946 puis 1966. Donc, les Caroles ont eu souvent à faire des démarches pour leurs parents. Ayant eu à faire ça, ils ont eu l'expérience de c'est comment une vie en résidence pour personnes âgées, qu'est-ce que les gens s'attendent, et puis ils se sont fait une propre opinion de ce qu'ils voudraient vivre dans le passé. Puis beaucoup de gens nous disent, chez Vis-à-vis, parce qu'on a quand même, on aide à peu près 5000 personnes par année à trouver une habitation, un logement, une résidence.
bien évidemment, la moitié de ces gens-là qui viennent, c'est des Caroles. Puis ils nous disent, une fois qu'on a solutionné le problème d'un parent, bien, ça va être quoi, moi? Est-ce que ça va être ce que je vois là, une résidence de personnes âgées? Parce que ça ne m'attire pas nécessairement. Évidemment, la personne qui nous demande ça à 55 ans ou 50 ans, fait que c'est certain qu'elle a de la misère à se projeter dans l'avenir, de dire que quand elle va avoir 80 ans, elle va réagir comment, mais quand même, ça donne des certains indices quand on les combine à la façon dont on vit aujourd'hui versus comment on vivait auparavant. L'expérience de vivre seul, évidemment, ça, c'est un phénomène. Il y a à peu près 35 de la population de Montréal qui vit seule. Avant ça, vivre seul, c'était soit moins bien vu, ou bien c'était les marginaux, ou bien c'était suite à un décès. La raison pour laquelle on vit beaucoup seul ici au Québec, c'est que les loyers sont malgré tout quand même pas chers par rapport à bien des situations de logement à travers le monde. Fait que les gens ont été habitués, en vivant seuls, à développer des réflexes de s'organiser, alors que dans une communauté de résidence, bien, la personne ne vit pas seule. Fait que le fait d'être seul, de ne pas avoir été seul avant, bien, le fait d'aller vivre en résidence, ça a comblé une solitude, alors qu'aujourd'hui, le fait d'avoir la capacité de vivre seul va faire en sorte que le mode d'habitation aussi va changer parce que tu n'auras plus nécessairement le besoin de cette grosse communauté-là, comme on l'a. Je ne veux pas dire que c'est la fin des résidences, ce n'est pas ça que je dis du tout. Je dis que, on va le voir tantôt, mais il y a le mode de résidence qu'on connaît aujourd'hui, mais qu'il va y avoir une panoplie d'autres modes d'habitation. Et la résidence va devenir un de ces modes-là. Comme ça a été une grosse vague de résidence, mais il va y avoir une vague, mais peut-être plutôt morcelée dans d'autres types d'habitations. Encore là, je pourrais prendre chacun des thèmes puis en parler pendant un bon bout de temps, mais j'ai 45 minutes, fait que je ne serai pas exprès pour m'attarder sur chacun des points. Mais un des points qu'on remarque aussi, qui est assez flagrant, c'est qu'on attend beaucoup, du moins, mais on commence à attendre moins, là, mais de l'État. Donc, souvent, les gens, on a eu en tête la Liberté 55, on a dépensé, on peut économe, peu prévoyant. On a du sang latin, fait qu'on aime la vie, puis on se soucie un petit peu moins de ce qui s'en vient. Ça, malheureusement, il risque d'y avoir des conséquences quand même assez importantes. Ce matin, j'étais avec un groupe qui regarde comment évolue le privé à travers le public, sans dire qu'un est meilleur que l'autre, mais il y a des solutions qu'on veut combiner, mais on est extrêmement inquiet au niveau de la population du Québec par rapport à la capacité de pouvoir s'offrir les mêmes choses principalement au niveau de la santé que ce qu'on a connu dans le passé. Donc, ce que moi, je pense qui peut arriver dans l'avenir, c'est qu'au niveau des résidences, ils seront toujours existantes, mais que ça va viser probablement une clientèle un petit peu plus vieille. La dernière conférence que j'ai donnée ici, je disais qu'on gagnait en entrée d'âge en résidence à peu près 0,5 années par année depuis une vingtaine d'années. Donc, en résumé, si une personne rentrait à 70 ans il y a 20 ans en résidence, aujourd'hui, la moyenne d'âge, puis on en fait une actuellement, que je considère une clientèle jeune, puis elle a 79,6 ans. Et je considère que les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont jeunes. Donc, une jeune résidence avec une moyenne d'âge de 79 ans, quand on voyait l'expérience de vie d'un homme 83 puis une femme 86, je ne peux pas dire que c'est très jeune. Mais si on regarde dans l'avenir, évidemment, on ne gagnera pas encore toujours des 0,5 années, parce qu'à un moment donné, il y a une limite, là. Mais il est fort possible que d'ici 5 ans, la moyenne d'âge en résidence à l'entrée, compte tenu des services que les gens veulent avoir de plus en plus, frôle les 81, 82. Donc, c'est quand même assez vieux pour accéder à une maison de retraite. Évidemment, on fait du marketing dans les résidences, puis j'en développe des résidences, fait que je connais un peu cette notion-là de mise en marché. On nous montre des
des beaux hommes puis des belles femmes. Si on regarde le dernier bel âge de cette semaine, on peut dire que c'est une belle femme qui est sur la page frontispice, mais elle vise quand même une clientèle de 75 ans. Mais ce n'est pas une femme de 75 ans, c'est une femme qui doit être dans la quarantaine. Fait que malgré tout ça, malgré notre belle image, on vise quand même une clientèle qui est assez vieille. Puis quand je mets ici commence à se sentir squeezé, bien, on voit un petit peu partout, dans toutes les municipalités, les rentes, les revenus qu'on a de nos placements, les taxes municipales, les taxes scolaires, enfin tous les types de taxes dues à l'augmentation de l'immobilier. Je l'ai dit tantôt, on avait un petit peu moins mis d'argent de côté, fait que on commence à trouver que c'est relativement squeezé, c'est serré. Fait évidemment, le mode d'habitation, puis je vais en reparler quand on va parler de l'esprit plus communautaire, il y a des notions qu'on avait mis de côté dans les années passées qui risquent de revenir aujourd'hui. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est assez fort? Oui. Donc, qui on est? On est aussi, on est très exigeant. Hein? En tout cas, ma génération, celle qui est un petit peu plus jeune puis celle qui est un petit peu plus vieille, on a accès à peu près toutes les sortes de produits qu'il faut. Allez faire votre épicerie, puis regardez juste le rayon des céréales, puis le rayon des thés, puis peu importe les rayons. On exige, on demande, on exige, puis on a du choix par rapport à ce qu'on avait auparavant. Des fruits exotiques, on avait des pommes puis des bananes, mais aujourd'hui, des pommes puis des bananes, c'est gros de même dans un rayon qui est à peu près la largeur de la pièce ici. Fait qu'on est très, très, très exigeant. Beaucoup de besoins de personnalisation, ça vient du fait de l'exigence. Donc, les gens, parce qu'ils ont le choix, parce qu'ils ont été habitués d'exiger puis d'avoir. Bon, bien, évidemment, moi, j'aimerais avoir tel point. On regarde juste les réfrigérateurs quand on développe des résidences. Avant ça, tu avais une ouverture standard d'un réfrigérateur, c'est 68 pouces par 33 pouces de large, puis la profondeur normale. Aujourd'hui, juste cet exemple-là, quand vous développez une résidence ou vous développez un condo, souvent, vous allez faire votre espace de réfrigérateur en fonction du réfrigérateur de la personne. Puis je vous dirais que dans la salle, si on allait acheter des frigidaires, il y en a peut-être 5 qui auraient le même frigidaire, les autres auraient toutes des choses vraiment différentes, avec réfrigérateur en haut, en bas, sur le côté, demi-porte, porte qui rouvre sur le... Ça devient vraiment compliqué. Puis évidemment, ça se traduit aussi dans la façon dont on veut vivre. Ce qui nous habite, les gens, on veut rester à domicile. C'est le vœu exprimé depuis des années et des années. On en parle un petit peu plus aujourd'hui, mais c'est pas parce qu'on en parle plus aujourd'hui que c'était pas un vœu qui n'était pas exprimé dans le passé. Ça a été, évidemment, le phénomène des résidences qui est arrivé depuis 20 ans à peu près, où il y a eu vraiment un boom. Mais avant ça, les gens étaient hébergés dans la famille. Puis d'ailleurs, toutes les autres communautés ethniques que celles canadiens-français ou canadiens-anglais, dans ma dernière exposé, je faisais référence que dans Côte-des-Neiges, il y a 6 personnes sur 100 de 75 ans et plus qui vont aller habiter dans une résidence privée, mais privée, ça peut être également un OSBL privé, alors que dans certaines régions comme Québec, le taux d'intérêt pour les gens pour une résidence de personnes âgées est de 25 %. Fait que, puis Québec, c'est plus francophone que multiethnique. Donc, on voit des disparités quand même assez importantes. Donc, mais on sent un désir encore plus grand aujourd'hui de rester à domicile, puis avec toute la technologie qu'on va regarder tantôt, ça nous permet de pouvoir très aisément rester chez nous sans avoir nécessairement besoin de toute la panoplie des services qui nous sont offerts. Alors, quand je vous disais tantôt
que les choix, on avait la résidence. Tu sais, les gens se disent souvent, bien, plus on est vieux, moins notre choix. Je prétends plutôt le contraire, parce que les choix qui sont offerts aujourd'hui, mais surtout les choix qui vont nous être offerts demain, sont encore beaucoup plus grands que ce qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a plus de monde qui veulent avoir plus de choses personnalisées, puis le fait d'être aussi plus connaissants, bien, vont être capables de pouvoir exprimer leurs besoins en habitation de façon différente que de dire, bon, bien, one size fits all, ou bien je reste chez nous, ou bien je m'en vais dans une résidence. Et c'est développé il y a eu le phénomène des résidences pour retraités dans les années 90. Après ça, il y a eu le phénomène des condos avec service, ce qu'on appelle les condos-services qui sont rattachés à des résidences pour retraités. On a commencé à faire même de la segmentation au niveau de certaines résidences pour faire des résidences avec service, mais des résidences aussi de type appartement, mais sans nécessairement avoir aucun des services. Puis aujourd'hui, on est en train de regarder dans certaines résidences vivre ce qu'on appelle la cohabitation ou la multigénération. Donc, une personne plus jeune peut vivre avec une personne plus vieille. Moi, je pourrais vivre avec ma mère, quitte à avoir même un tarif qui pourrait être différent de celui de ma mère parce qu'elle a le droit des services, alors que moi, j'en bénéficie pas. Puis avec toute la technologie des puces électroniques, bien, on est capable de pouvoir faire la différenciation entre un client plus jeune puis un client plus vieux qui habiterait le même endroit. Évidemment, tout ce qui est de la maison, la maison bigénération, il y a une revue qui fait des plans, Planimaison, qui il y a peut-être une quinzaine d'années, dans cette section-là de la revue, bien, les maisons bigénération, ça occupait probablement une page sur 200 pages. Aujourd'hui, vous avez une panoplie de plans qui existent de maisons bigénération où une personne, un membre de la famille, cohabite avec un autre membre de sa famille, mais qui ont une entrée commune, mais chacun a son indépendance de vie, mais partage certaines pièces ou une pièce, ou du moins l'échange est facile quand la personne veut quitter, mettons que j'habiterai avec mes enfants plus tard, bon, puis qui ont besoin d'un gardien, mais moi, je suis le gardien. Fait que ça revient à des valeurs qu'on a connues dans le passé, où la famille restait avec les enfants puis les petits-enfants. On est d'ailleurs beaucoup plus proche aujourd'hui, les gens de ma génération, de nos enfants. En tout cas, de moi, ce que je constate, on fait beaucoup d'activités avec eux, ce que mon père, moi, n'avait à peu près jamais fait avec moi à la même période. Fait que c'est pas parce qu'on est plus cool, c'est pas parce qu'on veut être plus cool, c'est juste que de par la stimulation qu'on a avec tous les appareils électroniques puis ce qu'on voit, bien, c'est beaucoup plus facile de pouvoir interagir avec les gens plus jeunes qu'avec les gens plus vieux. Puis, ce qui est beau à voir aussi, c'est cette communion-là qui est facile entre les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes, où on constate qu'il y a moins de segmentation par âge, mais plus une segmentation par intérêt. Donc, une personne de 20 ans pourrait avoir joué de la musique avec une personne beaucoup plus vieille, puis on ne verra pas la différence, au même titre qu'on a été habitué dans les écoles. Avant ça, évidemment, avec le phénomène multiethnique, ils ont fait une expérience, puis c'est beau à voir. Ils demandaient à des élèves dans lesquels il y avait peut-être une trentaine d'étudiants, donc une quinzaine de nationalités différentes. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre toi et ton voisin de droite? Puis le petit gars avait dit, ben moi, j'ai un porte-crayon rouge, puis lui, il en a un bleu, alors que lui, il était blanc, puis l'autre était noir. Fait que c'est quand même assez impressionnant de voir aujourd'hui, mais je peux faire le parallèle aussi avec la personne plus jeune puis la personne plus vieille, où les gens, maintenant, tout le monde vit ensemble plutôt que de façon très séparée, comme ça peut être le cas. Évidemment, ici, il y a un paquet d'autres exemples, et je vais vous en montrer des exemples un petit peu plus
concret de ce qu'on peut voir ailleurs. Évidemment, le marché au féminin, moi, ce que je constate, c'est que il y a eu où il va y avoir un gros changement, c'est justement au niveau de la clientèle féminine. Parce que jadis, ça a été, au niveau des maisons de retraite, des résidences, c'était une clientèle qui a beaucoup utilisé les résidences de personnes retraitées pour différentes raisons. Les principales, c'était qu'auparavant, quand vous étiez en couple, puis l'homme décédait, la femme pouvait souvent se retrouver un peu démunie par rapport à certaines situations comme la gérance de la maison, la gérance financière, la peur de se retrouver seule, la peur de prendre certaines décisions. Puis ça a amené aussi le fait de se retrouver seul, puis d'avoir ces craintes-là, d'aller chercher une sécurité qu'on pouvait retrouver dans des places où l'encadrement était structuré. Aujourd'hui, bien évidemment, la situation a profondément changé. La femme est très active sur le marché du travail. Elle a obtenu son autonomie financière. Elle a aussi une autonomie sociale. Elle a des amis. Elle entretient d'ailleurs mieux les amitiés entre femmes que les hommes entretiennent les amitiés entre hommes. Il y a beaucoup plus de coopération puis d'entraide. Fait qu'elle est renseignée, elle est organisée, et tous ces éléments-là qui étaient des éléments qui favorisaient quand on se retrouvait seul, puis on allait en résidence, bien évidemment, ces éléments-là changent beaucoup. Encore là, si je prends un exemple de résidence, toujours la même résidence où je disais que ma clientèle était relativement jeune, on avait 85, même 90% des personnes âgées dans une résidence. Donc, sur 100 personnes, il y en avait 90, c'était des femmes, 10 personnes qui étaient des hommes. Puis, on faisait toujours bien des farces avec les hommes en disant que si vous allez dans une résidence, vous allez vous faire harceler. Ce qui était le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, dans cette nouvelle résidence-là, on se retrouve avec un taux de 66 femmes, 33 hommes. C'est quand même important comme changement. Mais si on le met en valeur absolue, puis ça va peut-être faire réfléchir des gens au niveau des structures de résidence qu'on doit faire, puis je ne veux pas rentrer dans la faction économique, là, parce que ça, c'est un autre débat. Mais si on prend le même 100 personnes, puis qu'on l'appliquait en valeur absolue, ça ne veut pas dire parce qu'il y a 66 femmes qu'il va y avoir nécessairement 33 hommes. Fait que le pourcentage peut changer, mais en valeur absolue, il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'il y a moins de femmes dans la résidence qu'elle va être compensée par plus d'hommes. Ça veut dire qu'en principe, si on appliquait les mêmes barème, c'est que j'aurais un taux d'inoccupation beaucoup plus grand parce qu'il y a moins de nombre, il y a moins de femmes qui habitent l'immeuble qu'auparavant, les femmes habitaient les résidences. C'est clair, mon explication? Oui. Ça peut être un petit peu... je ne veux pas vous perdre là-dessus. De toute façon, ce n'est pas ça vraiment. Les craintes qui sont anticipées, c'est vraiment les coûts élevés de la santé. C'est quelque chose qui nous préoccupe pas vraiment encore parce qu'on n'est pas rendu au pied du mur, mais tantôt, il va falloir payer pour des frais de santé. J'en parlais la dernière fois. Toutes les fois que j'ai l'occasion d'en parler, j'en parle parce que c'est une réalité qui est bien présente, mais qu'on n'est pas habitué d'avoir à vivre. L'espérance de vie plus longue, la mobilité de notre famille aussi, c'est un élément bien important. Avant ça, on pouvait compter sur un enfant qui est proche pour nous aider, mais aujourd'hui, c'est proche du téléphone avec un SMS ou Facebook ou Twitter ou tous les appareils qu'on a là, mais ça ne donne pas toujours un gros coup de main, ça, cette proximité-là électronique. L'obligation de travailler plus longtemps. Puis, j'ai mis là
des critères qui vont encore là nous inciter à regarder des formules différentes. L'électronique et tous les services à domicile confondus. Aujourd'hui, je suis sûr que si je faisais l'expérience de rester chez moi pendant 1 an de temps sans sortir, je pourrais très bien vivre, je pourrais rencontrer du monde, je pourrais lire, je peux manger, je peux avoir des services de médecine, je pourrais avoir tous ces services-là maintenant à un seul clic. Fait que c'est une réalité. C'est une réalité quand je parlais que les gens pourraient demeurer à domicile en s'équipant un peu, puis pas nécessairement à fort coût. Bon, mais tous les traiteurs, j'en parlais la dernière fois, les services de traiteurs à domicile, la livraison à domicile. On a même conçu actuellement un projet immobilier où on a prévu un espace spécialement pour les gens qui offrent le service de traiteur à domicile dans votre appartement. C'est un service qui existe, un service qui est disponible, puis c'est pas juste de la pizza puis des mets chinois que vous êtes capable de manger. C'est à peu près tout ce que vous voulez, puis de qualité aussi, parce que toutes les places sont bien desservies. On le voit, les travailleurs, on le voit, le phénomène des condos qui s'est construit dans les centres-villes, comme Montréal. Les cuisines sont de plus en plus petites parce qu'on vit un peu... on travaille, on mange, la pièce qu'on avait de besoin de plus, bien, on la retrouve maintenant à l'extérieur dans un bistrot, dans un café, un architecte avec lequel je donnais une conférence, on l'appelait le +1, mais la pièce que vous aviez de besoin avant, vous n'avez plus parce qu'elle est rendue disponible un petit peu partout, mais en dehors de chez vous, fait que vous n'avez pas à la payer. Fait que les phénomènes des traiteurs, c'est bien important. Le phénomène des services à domicile, évidemment, mais des services à domicile de tout acabit, pas juste au niveau de l'entretien de la maison, puis pas juste au niveau de votre entretien personnel, mais ça peut être des gens qui ont des problèmes de lecture, quelqu'un qui va venir chez vous, quelqu'un qui va vous accompagner, quelqu'un qui va vous aider à faire la cuisine. C'est des services qui sont maintenant disponibles. Évidemment, il y a des frais rattachés à tout ça, mais en plus, en combinant, si on réussit à combiner dans notre environnement immobilier, l'entraide, un autre phénomène que je pense qui va redevenir assez populaire pour des raisons qui sont, je vous dirais, de prise de conscience, mais aussi beaucoup de prise économique, parce que quand on est capable de se payer tout, bien, on n'est pas obligé de partager. Mais quand on commence à trouver que c'est un petit peu plus difficile d'être capable de s'offrir tous les services qu'on voudrait avoir, bien, des fois, le partage, vient d'un partage forcé, puis ça devient un partage agréable, puis on découvre d'autres façons de vivre. Fait que ça aussi, ça va être un phénomène qui est bien présent. Fait que je faisais le parallèle avec les services à domicile, mais c'est des services que vous pouvez vous acheter, mais c'est des services aussi que les gens peuvent se rendre entre eux. Évidemment, tous les réseaux sociaux ont joué aussi une importance capitale. On est capable de pouvoir aujourd'hui regarder une émission de télévision puis cuisiner à peu près avec une dizaine de personnes, puis les gens avec les caméras. Moi, je suis capable de pouvoir prendre un cours de cuisine à partir de chez nous, sans avoir à quitter mon domicile, puis poser des questions à celui qui va être le professeur. Les universités le font, tout le monde le fait, de la formation à distance, mais même si ça existe au niveau de la formation à distance, ça existe aussi au niveau de pouvoir échanger avec des personnes, puis d'être, quand je dis de ne pas être jamais seul, bien, vous pouvez même manger avec vos enfants qui seraient dans un autre pays, mais que vous échangez, parce qu'aujourd'hui, avec les technologies, c'est des choses qui sont possibles. Je vous amène dans un tout autre sujet, la question on touche un petit peu plus à l'habitation. Évidemment, ça va être difficile à lire, mais je pense que vous allez être en mesure de pouvoir l'avoir sur vidéo. Je parle beaucoup de la location. Puis on est un peuple, on a été habitué d'être locataire, on est redevenu très propriétaire. Puis aujourd'hui, on remet
en cause, peut-être pas en cause, parce que c'est peut-être pas le bon mot, mais le bien-être de la location. Souvent, les gens disent « Ah, louer, ça n'a pas de bon sens, on met notre argent, on jette notre argent par la fenêtre. » Mais on a fait un petit exercice sommaire pour voir comment était le coût de la location versus le coût d'être propriétaire. Évidemment, il y a eu le boom des maisons, il y a eu les booms des condos. Il n'y a pas eu vraiment de boom de location d'à peu près une vingtaine d'années au Québec. C'est simple, c'est que c'était beaucoup plus rentable pour un promoteur de construire que pour vendre que de construire pour louer. Maintenant, ça a changé un peu. Les coûts de location, on n'est pas obligé d'avoir moins grand. Fait que j'ai fait un tableau un petit peu pour expliquer des fois que ça revient à peu près au même prix, des fois un petit peu moins cher, de louer que d'acheter. Évidemment, vous n'avez pas la même grandeur, sauf que d'habiter une maison de 2000 pieds carrés, c'est peut-être plus aussi nécessaire que ce l'était avant. Le fait aussi d'avoir du mobilier qui est plus petit, des cuisines qui sont plus petites, qui sont plus fonctionnelles, permettent de réduire les espaces également. Donc, grosso modo, acheter une maison, acheter un condo, aller en résidence ou aller dans un condo-service, versus la location pure et simple va devenir, avec les années, un mode d'habitation qui va être assez populaire, d'autant plus que il y a des strates d'âge aussi qui sont des années charnières. Ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est qu'à tous les 7 ans, passé l'âge de 60 ans, 68 ans, 74, 81, 88, c'est des années qui sont toujours des années charnières. 60 ans, 68 ans, généralement, on est 67, 68, 66, on est l'âge de la retraite. 74 ans, donc 7 ans de plus que 66, 67, c'est prouvé que c'est l'âge où on attrape un coup de vieux, mais un vrai coup de vieux. 81, je disais que c'était l'âge à laquelle on allait tendre pour aller en résidence, puis 88 ans, ça va être à peu près l'espérance de vie d'une personne. Fait que ces 4 dernières étapes-là, d'aller se mettre dans une situation de... je parle d'une moyenne, là, d'aller se mettre dans une position où on est propriétaire alors qu'il y a des changements importants qui arrivent dans nos vies, bien, la location risque d'être un phénomène qu'on doit regarder. Même si nos valeurs, on dit bon, on aimerait ça pouvoir laisser un héritage, puis ça, mais des fois, le coût de l'immobilier comme propriétaire versus le coût de location, ça vaut peut-être plus nécessairement la peine. Puis je ne vous dis pas ça parce que je veux inciter les gens à être locataires, là. Je vous dis ça parce que c'est un phénomène qu'on constate en ce moment. Quand je vous parlais de la notion de communauté, on faisait référence tantôt dans une de mes présentations de diapositives les pocket house. C'est un phénomène qu'on ne voit pas beaucoup ici parce que ça ne s'est pas vraiment développé, mais ça combine des unités locatives ou des unités où les gens sont propriétaires. Ça peut être, c'est une maison, mais où tu es locataire ou tu es propriétaire, beaucoup plus petite, mais que tu partages un paquet soit d'espaces communs, mais pas beaucoup d'espaces communs, mais surtout de services entre eux. Quand je parlais de la notion de la communauté, c'est des principes de communauté, de vivre en communauté, qu'on a déjà connus, des petites maisons d'avant-guerre, là, où les gens partageaient des choses entre elles. Bien, c'est des phénomènes qu'on voit un petit peu du côté des pays nordiques. Puis on ressemble un peu à des pays nordiques. Quand je parle de la Suède, de la Finlande, le Danemark, l'Angleterre, c'est des pays qui nous ressemblent en termes de façon de vivre, qui au niveau social aussi, au niveau économique aussi. Fait que c'est des exemples qu'on a pris de là, puis on a pris évidemment des exemples des États-Unis. Mais ça combine des unités d'habitation, mais dans lesquelles les gens partagent beaucoup. Donc,
vous avez quand même le sentiment d'être encore chez vous, mais avec la sécurité de pouvoir échanger avec d'autres personnes sans être dans des communautés de 200 ou 300 personnes, puis d'être encore sentir que vous avez un petit bout de terrain. Évidemment, ça, c'est un exemple, mais il y en a des exemples qui vont être plus rapprochés parce que, bon, exemple, si on a l'hiver puis qu'on veut communiquer plus facilement d'un bâtiment à l'autre, mais ce que ça peut ressembler à ce qu'on connaît déjà, sauf que c'est des petites poches immobilières que les gens développent, soit par le biais d'un promoteur ou soit par le biais de gens qui décident d'aller vivre en communauté, puis de se faire eux-mêmes une communauté. Puis ça, c'est un phénomène qu'on constate en ce moment beaucoup. Des gens qui veulent initier de se faire des communautés entre eux, d'engager la personne qui va s'occuper d'eux, au lieu de confier ça à un gestionnaire qui va gérer cette personne-là, c'est des gens qui l'organisent entre eux. Ça peut être sous une forme horizontale, mais ça peut très bien se faire également sur un mode vertical où des gens partagent entre eux et divisent un paquet de biens et de services. Je vais faire une référence à une automobile. Si on est 5 puis on est à la retraite, je ne suis pas sûr qu'on a besoin d'avoir 5 autos. On pourrait en avoir 2, puis on en avoir 3, puis probablement qu'à 3, il y en a une de trop. On ne sort pas toujours en même temps. Évidemment, ça amène des compromis, mais c'est des compromis qui peuvent être facilement acceptables, surtout si avant ça, tu utilisais ton auto pour aller voir ton ami, mais ton ami est rendu chez vous. Fait que tu n'as plus besoin d'aller le voir, il est rendu là. Fait que Puis si c'est pas du côté du communautaire, ça va être du côté de l'obligation économique de vivre de cette façon-là parce que tu n'auras peut-être plus les moyens d'avoir les 2 autos quand le système au niveau de ta santé, tu vas peut-être l'investir un petit peu plus sur tes besoins de santé que des besoins de véhicule. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un autre exemple. Évidemment, ça pourrait être des bâtiments qui sont des bâtiments de plusieurs appartements. Ce n'est pas nécessairement une maison, mais il peut y avoir dans ces bâtiments-là ici 2 ou 3 maisons. Puis ça peut être des gens aussi ça pourrait être très bien des gens un petit peu plus jeunes en haut puis un petit peu plus vieux en bas. Il n'y a pas de segmentation d'âge. Par contre, pour pas que ça devienne non plus comme des ghettos, là, comme aux États-Unis, ce qu'on appelle des gated communities, où là, c'est beau les premières années, sauf que les années suivantes, ça devient un peu démoralisant de se promener dans ces communautés-là parce que quand c'est mal organisé ou c'est mal géré, ça devient des communautés de gens très, très âgés, pas très stimulant, puis en termes d'investissement immobilier, on a vu des propriétés qui s'étaient vendues peut-être 300 000, puis essayaient de les revendre 45 000, puis ils n'étaient pas capables parce que le plus jeune n'était pas intéressé d'acheter une maison, puis la maison était belle, mais c'est l'environnement qui était moins stimulant. Fait que ça, c'est un danger aussi qu'il faut faire. Bien attention de ne pas trop segmenter par rapport à l'âge. Fait que ça, c'est encore un autre exemple. Et puis au fond, bien, on voit quelqu'un qui voudrait être... Nous autres, on est un peuple assez terrien, fait que plutôt on est plus attiré par la terre que par l'eau, de par nos racines. Fait que on peut très bien avoir encore un petit bout de terrain, puis quand ça devient des jobs un petit peu plus compliqués, une job de bras, bien là, vous engagez quelqu'un qui va le faire. Fait que puis on a vu, j'ai pas amené cette présentation-là, mais on a des maisons qu'on a vues qui étaient construites, qui étaient de l'ordre de 600 pieds carrés, puis 700 pieds carrés, puis c'est des petites maisons, puis les gens vivent très, très bien là-dedans. On a vu des roulottes transformées en maisons, ce qu'on appellerait des maisons mobiles. Mais les gens ont fait des bijoux avec ça. On voit des constructions dans des containers aujourd'hui. C'est un peu plus de type architecture, mais quand même, c'est des choses qu'on n'aurait pas pensé possible il y a bien des années de se faire des maisons avec
avec des containers du Vieux-Port. Ça, c'est un autre exemple. Quand je vous disais des groupes qui se sont mis ensemble pour se faire une maison ou des habitats qui partagent. Évidemment, ça peut ressembler à une résidence de personnes retraitées, mais c'est surtout pour démontrer qu'à très, 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 très petite échelle, il y a moyen de pouvoir vivre en communauté sans vivre dans des communautés de 200, 300 personnes. Évidemment, le côté économique va me dire, bon, ben écoute, c'est sûr que vous en faites des plus grosses, que ça va être plus... ça va coûter moins cher. J'ai des petites réserves, surtout si les gens acceptent de se partager des tâches, mais des tâches qui sont faciles à partager, pas des tâches qui sont difficiles, pas des tâches trop physiques, mais des fois juste de sentir qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est capable de pouvoir vous aider, puis que vous mettez puis encore là, quand vous partagez des choses, parce que diviser par 2 puis diviser par 3, ça fait toute une différence dans le coût de la vie. Les gens qui vivent seuls, OK, ont un logement, mais aussitôt que vous le divisez par 2, votre logement, au lieu de vous coûter 1000, puis il vous en coûte 500, puis le même auto, au lieu d'en vous coûter 800 par mois, on vous en coûte 400, puis l'essence, au lieu d'en coûter 30 $ par semaine, on vous en coûte 15. Bien, divisez tout par 2, ou divisez par 3, ou divisez par 4. Évidemment, ça amène un peu de compromis, mais quand les règlements sont bien faits, puis les règles de société sont bien faites également, puis il y en a des règles qui existent, bien, à ce moment-là, ça devient possible. Alors ici, moi, j'ai mis beaucoup de livres intéressants qui parlent de ce qu'on a en développement actuellement, mais aussi qui nous font réfléchir sur des exemples qu'on a ici ou qu'on a ailleurs. Alors, je peux la laisser quelques minutes ou je ne sais pas si l'Institut peut remettre aux gens la documentation. Je n'ai pas les livres avec moi, mais c'est des livres que je consulte régulièrement. Puis évidemment, il y en a beaucoup de livres, mais ceux-là donnent une idée assez générale de ce qu'on retrouve actuellement, mais surtout de ce qu'on va retrouver dans l'avenir. Des fois, il y a des situations qui sont un peu, peut-être un peu exagérées ou lesquelles on n'est pas habitué, mais des fois, de s'inspirer de modèles qui se feront ailleurs, avec des architectures qui sont ailleurs, qui ont été réfléchies aussi. Parce qu'il y en a, je disais tantôt que le vieillissement était quand même un phénomène mondial, mais il y en a qui l'ont connu un petit peu plus jeune, un petit peu plus tôt, le phénomène de la démographie. Donc, si vous gagnez avec un peuple qui l'a vécu 5, 7, 8, 10 ans avant la vague que nous, on va avoir ou qu'on a en ce moment, bien, ces expériences-là peuvent être importantes parce que les petites erreurs que tout le monde a faites, bien, si on peut en tirer un bénéfice, ça ne serait pas une mauvaise chose. Puis, ce qui est un défi en même temps, c'est que vu que ça ne s'est jamais fait, on n'a jamais connu cette vague-là dans les années passées, elle va arriver une fois. Puis, il risque d'avoir des bons coups, mais il risque d'avoir des très mauvais coups. Dans l'immobilier, parce qu'on parle d'immobilier, faut faire nos devoirs comme il faut parce que c'est pas une paire de souliers. Si vous investissez dans une maison, vous achetez une maison, vous faites une communauté entre vous autres, des fois, c'est bon de s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs pour éviter des embûches. Alors, voilà, c'était la fin de ma présentation.